Bonjour la famille Langue et Culture, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous présente une leçon intitulée Le fiel, le sel et le miel dans le cadre des regrets de Joachim du Bellay. Donc, les regrets, il s'agit d'un recueil poétique de Joachim du Bellay publié sous le titre Les regrets et autre œuvre poétique à Paris en 1558. Avant d'être rassemblés, nombre de sonnets qui composent le recueil circulaient soit en manuscrit, soit imprimés, sans l'autorisation de l'auteur. En 1553, le poète avait accompagné à Rome son illustre parent, le cardinal cousin, oncle cardinal Jean du Bellay, qui lui avait confié l'intendance de sa maison. Même si l'enthousiasme des premiers temps céda la place au désenchantement, le séjour romain fut loin d'être stérile. Après avoir quitté Rome en août 1757, Du Bellay publia coup sur coup l'année suivante les regrets, les divers jeux rustiques, les antiquités de Rome et un recueil de poémata latin. En outre, le poète revenu en France pourvu de substantiels bénéfices ecclésiastiques. Et l'avenir se présentait pour lui sous le séjour romain fut loin d'être stérile après avoir quitté Rome en août 1757. Du Bellay publia coup sur coup l'année suivante les regrets, les divers jeux rustiques, les antiquités de Rome et un recueil de poémata latins. En outre, le poète revenu en France pourvu de substantiels bénéfices ecclésiastiques et il ne faut donc pas faire une lecture trop littérale. Des sonnets relatifs à la désolation.
Les regrets se nourrissent évidemment de références littéraires. Des leçons liminaires à son livre. Du Bellay se place. Il traduit plusieurs vers. Sur l'invocation de vide, dont il traduit plusieurs. Sur l'éloignement d'Or, les regrets renversent la perspective et font de la ville éternelle. Au souvenir. S'ajoute à l'influence décisive de la satire horacienne. De l'auteur Latavas, paraphrasant dans le deuxième sonnet l'auteur des satires. Du Bellay se réclame. L'auteur. Henri. Miel et le sel composent en fait la saveur aigre de la satire. Et la satire d'Horace et de l'épigramme de Martial. Ces trois mots correspondent à l'ordre d'une poésie. Fiel renvoie à la rancœur, au ressentiment, qui était la critique. Miel exprime la tonalité douce de l'éloge. C'est l'art de trouver des mots pour rire. Les trois éléments ont une valeur programmatique et vont dans le sens de la grande ferveur satirique qui régnait à Rome au moment où Du Bellay y était. L'intitulé de notre leçon, loin d'être régi par une quelconque chronologie ou arbitrarité thématique, repose sur une poétique d'écho et de correspondance qui répondent à une évolution psychologique du poète. Plan de la leçon. Du miel, du fiel et du sel. Poésie élégiaque et encomiastique. Les poèmes les plus célèbres de Du Bellay et qui figurent dans les anthologies sont les poèmes élégiaques. Ils dessinent une histoire, un exil plus ou moins contraint, la terrible déception de ne plus trouver Rome en Rome, une tâche écrasante et ennuyeuse au milieu d'une cour papale, violente et dépravée. La douleur de l'éloignement, de la privation d'amis, le regret de sa terre natale, sonnet
31, la difficulté permanente d'écrire au sein d'un tel milieu, et puis les déceptions du retour. La Cour de France, égoïste et ingrate, et les problèmes personnels. Tout cela dessine un autoportrait, un peu guignard, et d'un être bon, triste, facilement victimisé. Toutefois, il faut se garder de toute identification hasardeuse, s'il y a évidemment une dimension autobiographique dans les regrets, ne serait-ce que dans la longue liste des noms propres et des dédicataires, tous bien réels. Nous ne sommes pas à l'époque romantique. Le Du Bellay qui se portraitise dans les regrets doit au moins autant aux poètes des tristes et aux élégiaques latins et grecs qu'aux juristes ultra compétents, aux diplomates adroits et actifs que ses contemporains ont effectivement connus. Préface. De quelque mal, un chacun se lamente, mais les miens de plaindre sont divers. J'ai, quant à moi, choisi celui des vers pour désaigrir l'ennui qui me tourmente. Et c'est pourquoi d'une douce satire fielle, entremêlant les épines aux fleurs, pour ne fâcher miel le monde de mes pleurs, j'apprête ici le plus souvent à rire. Mauvais présage, malheureux long le mois, Du Bellay se plaint sonné 1 à 49, d'être loin de la France, de l'Anjou natale. Comme Ovide, Charles d'Orléans, Victor Hugo, heureux qui comme Ulysse, France mère des arts, de ces déceptions, je me ferai savant. Il pensait trouver à Rome les honneurs, la richesse, le savoir. En fait, il n'a que souci, ennui, vieillesse. Flatter un créditeur, art de la dissimulation, de ses fonctions ménagères. Ponja, veux-tu savoir? Vu le soin ménager, j'aime la liberté. Je suis né pour la muse. On me fait ménager. De se croire perdu pour la poésie. Là, où est maintenant? Il ne trouve plus l'inspiration. La grandeur. Souche. Qui dessus un ruisseau d'un dos courbé se couche, et n'a plus rien de vif qu'un petit de verdure. Mais persévérance et de l'amitié. Heureux de qui la mort de sa gloire est suivie. Tu jouis, mon ronsard même. Persévérance de l'amitié, heureux de qui la mort de sa gloire est suivie. Tu me jouis, mon ronsard. L'immortel honneur que tu as mérité. Courage, ton ronsard, la victoire est à toi. Puisque de ton côté est la faveur du roi et sagesse. Du panégyrique, discours à la louange de quelqu'un ou de quelque chose. Éloge d'avançon et dédicace. L'éloge est à la fois traditionnel et personnel. Traditionnel car il reprend l'image du bon dirigeant, depuis Platon, sagesse, de roi équité auquel s'ajoute l'ancienneté de la famille
et qui portait de toute antiquité, joint à vertu le titre de noblesse. Il faut se souvenir que Du Bellay était un fervent partisan d'un ordre social stable, fondé sur la naissance plus personnelle. Lorsqu'il évoque la carrière de d'Avançon, son appartenance à la noblesse d'Europe, son rôle d'ambassadeur et son retour en France, 1556. Leçon essai, poésie satirique et humour. Toujours première sous-partie. On a vu dans la première sous-partie du miel, du fiel et du ciel. Satirique et humour. Un exemple précis à son livre Imité de Triste d'Ovide, première élégie. Usé d'un ton humble, Du Bellay annonce ici la fin de la satire. Plus proche en cela d'Horace, satire était de tradition en ouverture d'un recueil de Ronsard en 1552 en neutre. En abîme. Tout entier, voir aussi plus bas imitation et poésie personnelle. La satire est un genre très codifié depuis les latins Horace, Perse, Juvénal, et c'est aux satires d'Horace que Du Bellay se réfère le plus, tout en s'inspirant des sonnets bernesques contemporains. L'Italie, et en particulier la Rome papale, était féconde en littérature. La satire, selon Horace, est un poème assez tout en condamnant des types, même si Jules III, Paul IV, Carlo Caraffa et bien d'autres apparaissaient sous des portraits transparents et mieux encore aux yeux des contemporains qu'aux nôtres. Le lien avec la satire qui appartient au style bas dans la typologie héritée de la rhétorique ancienne tient en ceci l'exil, les circonstances et surtout l'éloignement du roi et de Marguerite qui seul pouvait inspirer le poète et le conduire vers la seule grande poésie qui vaille. La poésie de célébration le conduise à renoncer au style élevé, louange et connaissance de la nature et de Dieu. CF sonnet 1 à 8. Il ne lui reste donc que la satire. La muse pédestre, selon l'expression d'Horace, mi-prose, mi-poésie. Il faudra le retour en France et la présence retrouvée de Marguerite pour que Du Bellay puisse à nouveau s'exprimer en langage noble. Et ce seront les sonnets encomiastiques finales, flamboyants du recueil. Il ne reste pas grand-chose de la Rome antique. La vie y est donc difficile et dangereuse. CF sonnet 80.
Mais c'est à l'égard de la cour que Du Bellay se montre le plus féroce. Sonnet 86. Ainsi qu'à l'encontre du pape, Jules III d'abord, vieillard lubrique et ivrogne réfugié dans sa villa. Juillet, puis Paul IV et surtout son neveu. Mais la cible privilégiée de Du Bellay, ce sont les neveux, en particulier Carlo Caraffa, qui joua un double jeu entre le roi de France et le pape. Sa duplicité est dénoncée dès le sonnet 1049. D'un haineux étranger, l'envieuse malice. Les sonnets 63 et 64 dénoncent la trahison de Carlo Caraffa. Le sonnet 71 le dépeint comme un soldat fanfare et suggère son homosexualité. Est-il encore le jeune ambitieux du sonnet 73? La satire dessine une morale entre les défauts et les vices concentrés dans les courtisans: hypocrisie, simonie, orgueil, avarice, luxure. Les 7 péchés capitaux, plus quelques autres, forment un plaidoyer pour une morale fondée sur l'amitié et la vertu. CF sonnet 79. Prostitution sonnet 80. Je trouve de Vénus le grand banc de lascive. Et 86. Sans barbe. Mais elle dessine aussi une politique. Ce monde où n'importe qui, un dresseur de singes, un voyou, peut se voir bombarder. Cardinal hérite particulièrement Du Bellay, fidèle aux valeurs aristocratiques de la cour de France. Les valeurs sont bouleversées. Rome n'est plus qu'un théâtre, un public échafaud. Sonnet 82. Et un carnaval en bon gallican. Du Bellay oppose en cela la Rome des papes dévoyés à la France d'Henri II. Enfin, la satire pourrait conduire à la désespérance. Elle est le constat de ce qui va mal, mais cette condamnation qui tend un miroir au lecteur proche de la plainte, ce rire triste ou rire sardonien, sonnet et aussi ave en italien. C'est d'avoir enfermé la satire d'ordinaire assez longue dans la forme brève du sonnet, ce qui la rapproche de l'épigramme et donc d'une autre source martiale, Rème. Certains critiques associaient le style à la plainte, mais cela correspond moins bien au terme de la préface et de l'avertissement au lecteur. Le tout mêlé de sel et entremêlant les épines aux fleurs, pour ne fâcher miel le monde de mes pleurs. J'apprête ici le plus souvent à rire sel, registre comique. Je me ferai savant, enrichir ennui, ironie vis-à-vis des autres. Il fait bon voir marcher d'un grave pas, voilà de cette cour de vertu, néologisme.
constitue le corps de l'intitulé. D'un désert de vie. La question de la composition des recueils ainsi que les limites entre ces différentes composantes a posé plusieurs problèmes. En effet, les ensembles que l'analyse a déterminés semblent régis par des transitions insensibles, d'où se dégage l'arbitrarité de ces derniers. Pour ce qui est de la partie qui constitue notre corpus d'études et qui va jusqu'au sonnet 95, on distinguera 5 blocs délimités comme suit. Inspiration poétique 1 à 15, éloges et compliments aux amis restés en France. 6-24. Tous les deux répondent aux conventions littéraires du temps, le thème de l'ennui et de la nostalgie. La partie élégique 25-38, avec le thème du regret, du pays natal. Le penchant à une poésie satirique. 39 à 50, mélange avec une tonalité amère et découragée. Recherche de la consolation dans une attitude stoïcienne et épicure. 56. Dans l'observation satirique des compagnons qui l'entourent et des mœurs romaines. Est une sorte de prolongement de cet effort de divertissement et de consolation. Constitue en même temps une introduction à la partie satirique. La peinture de la vie romaine est précisément la vie des courtisans de la cour pontificale 78-86. La question de l'attachement à Rome. La satire des courtisanes de Rome 90-95. Les regrets ont bien l'aspect d'un journal écrit suivant un ordre en apparence presque chronologique. C'est parce qu'ils ont été composés pour la plus grande partie dans les 2 dernières années du séjour à Rome et dans les premiers mois qui ont suivi son retour en France. Obéissant à une double inspiration élégiaque et satirique, du Bellay faisait alterner de gracieuses pièces mythologiques et des satires amères, le rire sardonien, où il exprimait selon un ordre de succession la déception, la désillusion éprouvée lors de son séjour à Rome. La déception, la désillusion éprouvée lors de son séjour à Rome, où il s'attendait à trouver la grandeur de la Rome antique, mais découvrait une ville en ruine. Le dégoût de sa charge des intrigues de la cour pontificale et des mœurs romaines, dont il stigmatisait les vices, la souffrance de l'exil et la nostalgie de la France. De plus, Du Bellay émaille son recueil de références autobiographiques qui ne compte son expérience. Le motif du voyage est récurrent dans le recueil. Sonnet 28-25.
Ils ont été composés pour la plus grande partie dans les 2 dernières années du séjour à Rome et dans les premiers mois qui ont suivi son retour en France. Il exprimait selon un ordre de succession la déception, la désillusion. Séjour à Rome, où il s'attendait à trouver la grandeur de la Rome antique, mais découvrait une ville en ruine, le goût de sa charge, des intrigues de la cour pontificale, des travers des courtisans et des mœurs romains dont il stigmatisait les vices, la souffrance de l'exil et la nostalgie de la France. De plus, Du Bellay émaille son recueil de références autobiographiques qui nous conte son expérience. Le motif du voyage est récurrent dans le recueil, de même que les allusions à Rome et Italie. Ces références autobiographiques font du recueil comme un journal de voyage. C'est ce que souligne Du Bellay lui-même en donnant à ses vers les noms de papiers journaux ou commentaires. Dans le premier sonnet du recueil, on va ainsi retrouver dans son œuvre écho à tel ou tel détail de sa vie quotidienne en Italie. Le recueil est l'articulation entre présent, passé et futur. Dans l'expérience romaine de Du Bellay, cependant, loin de suivre une chronologie bien déterminée, les regrets font ressortir une autre temporalité qui est d'ordre cosmique. Le temps vécu se trouve pris à l'intérieur d'une conscience, reflet de la vie intérieure. Une autre lecture. Est présent en son esprit. Bon. C'est cette sensibilité-là qui explique la précision. Toutefois, le sonnet 10, réponse de Du Bellay au poème. Cependant que tu vois le superbe rivage écrit par Ronsard prouve que ces poèmes échangés entre la France et l'Italie, imprimés à l'insu du poète, circulaient déjà librement. Chose risquée, car il est fort probable que le mot servage utilisé par Du Bellay pour caractériser son travail fait pour le cardinal alors que Ronsard parle de servage amoureux, sauvage, amoureux, a hérité son patron. Le sonnet 48 résume tout le problème, sans besoin de s'exprimer sa crainte. Mais au sonnet 62, en plein parti satirique, soucieux de l'effet de lire d'imprimé, il donne une leçon d'interprétation de texte satirique.
servage. A hérité Sumatra. Mais au sonnet 62, en plein parti satirique. Mais cette division du texte en ensemble thématique mutile la matière autant qu'elle la clarifie. Elle privilégie la succession des événements, l'exil romain, le voyage de retour, la cour de France. Une œuvre complexe, poétique d'écho et de correspondance. De retour à Paris après son séjour à Rome de 1535 à 1557. Parce qu'il n'est plus. Parce que de l'artifice, la structure reproduit. Exclure du cycle des regrets, le sonnet de présentation de la figure d'Ulysse forme le bon du célèbre sonnet 31. Comme Ulysse, comment ignorer que le motif du masque récurrent
Parce qu'il correspond au relâchement nécessaire d'une plainte, qui ne saurait, sauf à lasser le lecteur, conserver toujours la même intensité. Ensuite, parce que la satire est plus consubstantielle au regret, qu'il n'y paraît le sarcasme, comme l'indique le sonnet 77, n'est peut-être que le prolongement nostalgie, en optant par exemple pour les vices mineurs dans ces sonnets ou en mettant leur aspect le moins choquant en relief, du Bellay minimise leur portée pour qu'ils rentrent dans la catégorie regret, la dissimulation, la duplicité, la trahison et l'ostentation. Le sonnet devient par conséquent le véritable sujet de la satire, car le poète y souligne la vanité de l'alternance des rimes, accuse l'artifice de la reprise à l'intérieur du poème des mêmes verbes et des mêmes consonances. Le recueil est l'illustration du poétique. Chaque sonnet constitue un nouvel essai de regret témoignant d'une tendance à se plier aux impératifs du genre. Chaque poème est une métaphore. Du Bellay, à travers ses regrets, définit une poétique du dépouillement et supprime tout élément aléatoire dans l'évolution des poèmes, et c'est la démarche du poème. Le mécanisme du sonnet, le langage métaphorique, la remotivation, l'onomastique, qui sont analysés, commentés et qui sont les vrais motifs du recueil. La voix de la poésie est une voix écho, voix d'un déjà lu. Un leitmotiv, le masque. Le double registre compromet d'autant moins l'unité du recueil qu'une ligne directrice en assure la cohérence. La thématique, sans cesse reprise et modulée, du masque et de la dissimulation. Aucun écrivain français du XVIe siècle, à l'exception de Montaigne, ne s'est interrogé comme du Bellay sur le jeu des apparences dans la comédie sociale et sur le rapport de soi à soi, inéluctablement associé aux stratégies de l'argent et du pouvoir. Le masque brouille les identités, dissolve l'honneur, talent et compétence dans un glissement de simulacre.
Maman scolaire de ne se limite pas cependant à sa fonction. Engendrer une poésie limpide, émanante à son origine vocale, se distingue moins du monde de création ronsardien que ne le clament les vers programmatiques. Dubélé n'a nullement renoncé à l'appropriation des traditions littéraires grecques et latines. L'éthique de la sincérité ne l'empêche pas d'adopter, entre autres masques, celui de l'exil ovidien. Du masque pour non cultiver que la fonction d'élucidation, d'épuration des passions et d'organisation serrée du langage. L'autoportrait émerge de l'agencement exigeant des apparences chez Dubélé. Comme chez Montaigne, la revendication de transparence se fonde sur une dialectique de l'aspiration. Plus fameux que de lire ce livre comme une suite de confidences. Les regrets ne sont pas un journal intime mis en vers, mais une œuvre lyrique hautement élaborée. Sous sa simplicité, le recueil cache une subtile et savante complexité. Tant la satire que la plainte laissent deviner la fascination pour le milieu romain. J'aime la liberté et languis en service. Je n'ai point la cour et me fous courtiser. Je n'aime la feintise et me fous déguiser. J'aime simplicité et n'apprends que malice. La condamnation de l'entourage pontifical
n'empêche pas celle du calvinisme genevois. Et si au retour en France, le poète dit son mépris des courtisans, les louanges de la faim le montrent disait à son tour. Les regrets ont connu un succès immédiat. Leur influence a marqué la poésie de leur temps, leur renommée durable. Après l'éclipse de la période de la période classique est due en grande partie à l'exceptionnelle réussite d'un style doux, coulant, familier et musical qui chante la mélancolie et grave à la pointe sèche la satire. Rien ne serait donc plus fameux que de lire ce livre. De confidence. Les regrets ne sont pas un journal intime mis en vers, mais une œuvre lyrique hautement élaborée sous sa savante complexité dans la pièce de vie. J'aime la liberté et la langue en service. Je n'ai point la cour et me faut déguiser. J'aime simplicité. La condamnation de l'entourage pontifical n'empêche pas calvinisme. Les regrets ont connu